Voilà, bon, écoutez, l'autre jour, il y a une info assez épouvantable qui m'est tombée sur la tête, c'est que, vous savez quoi, il paraît qu'aujourd'hui, dans les pommes, il n'y a presque plus de vitamines. C'est épouvantable, moi qui aime bien les pommes du verger, etc. Plus de vitamines dans les pommes, les gars. Et comment je l'ai su? Par une séquence d'un journal télévisé qu'on va voir tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le 1245. Voici les titres de ce mercredi 21 janvier. Les fruits et légumes n'ont plus de goût, disent certains. Eh bien, ils ont aussi moins de nutriments. Une pomme en 2015 contient 100 fois moins de vitamines qu'une pomme de 1950. Les résultats édifiants d'une récente étude. La pomme d'aujourd'hui contient 100 fois moins de vitamines que la pomme de 1950. C'est le triste constat donné par des études croisées. En un demi-siècle, nos fruits et légumes ont perdu leur concentration en nutriments. Alors, en 50 ans, quels aliments se sont également appauvris? Eh bien, à part la pomme, l'orange a également perdu de ses vitamines. Une orange de 1950 équivaut à 21 oranges d'aujourd'hui. Même constat pour la viande, qui perd la moitié de ses apports en fer en un demi-siècle. Le brocoli a 4 fois moins de calcium. Voilà, donc ça, c'est épouvantable pour moi qui aime bien les pommes, hein, donc il n'y a plus de vitamines dans les pommes. Quelle horreur, hein. Donc moi j'y crois à cette information, hein, j'y crois tout de suite, j'ai envie de manifester demain dans la rue pour remettre des pommes du verger dans les étals des supermarchés, d'autant plus que cette information, elle a été reprise par un homme politique qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de un de ses discours. Que vous cotisiez toute votre vie, les petits choux, d'accord, 43 années, boum, boum, boum. Et puis quand vous avez fini, aujourd'hui, avec le système par répartition, vous savez combien vous aurez. Ça sera le X% de votre salaire. Avec le système par points, vous ne saurez jamais. Ça dépendra d'une génération à l'autre. Alors j'ai lu le papier avec attention, et il dit dedans, ça dépendra des générations, parce qu'il y en a qui vivent plus longtemps que les autres. Évidemment, comme vous me voyez moi, c'est encourageant. Ben oui, non mais attendez, je sais de quoi je parle. Je ne me suis pas usé le corps, je suis un intellectuel, je ne me suis pas usé le corps dans des tâches physiquement éprouvantes. Alors quand vous prenez la moyenne des gens qui sont nés mon année, ça va pas mal pour eux. C'est le baby-boom, on a tous bu le bon lait, qu'il n'y avait pas encore les pesticides dedans, etc., etc. Nos mères nous faisaient manger. Vous mangez une pomme à l'époque. Il faut vous rendre compte, vous mangez une pomme, il y avait autant de vitamines dedans qu'aujourd'hui, combien vous en faut? 100 pommes, allez manger 100 pommes, vous les faire manger à vos enfants. Moi j'en mangeais une, claque, 100 pommes d'aujourd'hui. Grosse dévaluation de la pomme. Ouais, vous vous marrez comme ça, vous allez retenir le chiffre. Hein? Ça vous montre ce que ça a donné l'agriculture productiviste, industrielle, chimique, etc. Autant boire un coup de flotte, ça fait le même effet que ces pommes-là. Donc, dans ma génération, les gens vivent plus vieux. Mais pardon de vous dire que je vis plus vieux en meilleur état que mes potes qui ont eu des métiers physiquement éprouvants. Et je vais vous dire mieux que ça, compte tenu de mon âge. Mes potes en question, ils sont morts. Parce qu'entre un ouvrier et un cadre, c'est pas la même durée de vie moyenne. Donc c'est parfaitement dégueulasse de dire, dans la génération de Mélenchon, comme ils vivent plus vieux, on donne moins. Eh ben non, c'est pas juste. Il faut donner à chacun la part qui lui revient. Et moi, je suis d'accord pour que ceux qui ont le plus aient moins, pour que ceux qui ont le moins aient plus. Voilà. Ça, c'est une bonne truc. C'est pas de dire, je vais vous donner pour chaque euro la même chose. Bon, voilà, je pourrais continuer comme ça. Ce que j'essaye de faire, les gens, c'est de vous dire, il faut que les gens ne soient pas hallucinés autour de nous. Il faut qu'ils réfléchissent. Une élection, c'est sérieux. C'est leur vie qui va se jouer là. Voilà, donc on va arrêter ici. Vous avez entendu, hein, dans son discours, il reprend cette information en parlant de l'industrie agroalimentaire, des pesticides, etc. Je n'aime pas manger les pesticides, et donc je crois spontanément à cette information. Sauf que on pourrait déjà se dire, 100 c'est un chiffre rond, c'est un peu bizarre, pourquoi pas 88,3 ? Peut-être un peu plus précis. Sauf qu'on peut se dire aussi, tiens, dans une pomme, il y a des tas de sortes de vitamines différentes. Est-ce que toutes les vitamines ont diminué de 100% à chaque fois, ou de 100 fois moins à chaque fois? Mais, spontanément, je n'ai pas envie d'exercer mon esprit critique sur cette information pour des tas de raisons. D'abord parce qu'elle vient de journalistes, en qui je fais d'habitude confiance, et c'est effectivement une bonne posture. C'est repris par un homme politique, et si j'adhère à ses idées, je ne vais pas spécialement me méfier non plus. Et puis, je ne peux pas vérifier toute information, hein, en face de laquelle je me trouve. Donc tout ça, ça pose la question de l'esprit critique aussi bien à propos d'une information dite
vraie, fausse, d'une fake news, de la désinformation, de la théorie du complot. Et pour ça, il y a 5 chantiers, 5 pistes de réflexion qu'on doit amener sur la table. Je vais le faire de manière assez rapide, puisque je pense ne pas avoir plus que 10 minutes. Hein. Voilà. Donc on est tous d'accord pour dire le recul de l'esprit critique, c'est nécessaire, surtout dans une période où on voit se développer beaucoup de fake news et de théories du complot, mais chacun y a son point de vue sur la bonne tactique à adopter par rapport à ça. 5 tactiques, des mots que je vais un peu développer: empirisme, constructivisme, idéologie, cognitivisme, approche collective de l'actualité. On va essayer de comprendre rapidement ce qu'il y a derrière. Alors, la posture empirique, c'est assez simple, c'est se poser la question: est-ce que c'est vrai ce qu'on me raconte, ou est-ce que c'est faux, hein? Est-ce que c'est vrai cette histoire de pommes? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai les attentats du 11 septembre tels qu'on me les a racontés? Ou est-ce que c'est vrai la version opposée? Est-ce que les chemtrails, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les Illuminati existent? Est-ce que la Terre est plate, etc., etc. Donc on essaye de savoir si c'est vrai ce qu'on dit, hein. Et le média posé et questionné dans son aptitude à rapporter le réel, est-ce que c'est vrai? Mais aussi à proposer des sources dites valides. Est-ce que le média se réfère à des sources valides? On a parlé d'études croisées canadiennes, etc. Il faudrait dès lors aller voir ce qu'il y a derrière. Quelles sont ces fameuses études canadiennes? Ajoutons à ça quand même que les journalistes sont obligés de respecter une certaine déontologie, enfin même pas une certaine, une déontologie, hein, ça on en reparlera plus tard, pour fournir un travail de qualité. C'est quand même déjà un premier point important, hein. Les journalistes ne font pas n'importe quoi comme travail, il y a une déontologie. Mais ce que nous devons faire, c'est recouper l'information et donc faire un travail de fact-checking. Alors, chaque approche a ses avantages et ses inconvénients, hein. Ici, le rapport au vrai est une posture concrète et stable, hein. Finalement, c'est une question assez simple à se poser. La réponse est compliquée, mais est-ce que c'est vrai? Certains sujets sont très difficiles à fact-checker, hein, notamment cette histoire de pommes, ça ne va pas être simple. L'effet est limité sur les personnes convaincues d'une opinion, hein. Nous perdons spontanément notre volonté de développer l'esprit critique à partir du moment où une information, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, correspond à ce que nous pensons dès le départ. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes tous un peu, beaucoup complotistes. Hein, je n'accepte pas que Lady Diana soit morte dans un bête accident de voiture. Ce n'est pas possible. Donc je vais accepter n'importe quelle information qui va m'amener le contraire. Donc, effet limité sur les personnes convaincues d'une opinion. La question du vrai et du faux, c'est compliqué, c'est très binaire. Est-ce que c'est ou vrai ou est-ce que c'est faux? Je viens d'envoyer un postillon, je vous avais prévenu, mais il est resté aux 3 premiers rangs. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est très compliqué. On est souvent dans des zones grises en réalité par rapport à ça. Et donc, et en même temps, en philosophie, la question de la vérité est très compliquée, hein. Nietzsche disait il n'y a pas de vérité, il n'y a que des interprétations du réel. Baudrillard disait il faut se débarrasser de la vérité, ça nous enquiquine. Heureusement, le philosophe Jacques Derrida a dit oui, la vérité, on n'y arrivera jamais, mais il faut bien qu'on essaye de la trouver. Parce que si on n'essaye pas, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de démocratie. Les philosophes se sont posés plein de questions là-dessus. Alors je reviens à mes pommes. Bon, j'ai été faire un peu plus loin dans les sources, hein, puis j'ai été voir un magazine, hein, sur Internet, hein, qui s'appelle Rue 89, et puis qui reprend cette information, mais qui va un petit peu plus loin, qui parle de transparente de Croncels, et ça amène à un hypermédia, un lien hypermédia, un PDF de 40 pages en anglais, bourré de graphiques. Je n'ai pas commencé à faire du fact-checking là-dessus. J'ai pas le temps, hein, ou même j'ai pas envie, ou même je ne parle pas anglais, hein, ou même je fais confiance à la source initiale. Mais d'autres sources vont nous montrer que, attention, cette histoire de pommes, en 1950, on ne faisait pas la même méthode de recherche qu'aujourd'hui. La pomme de 1950, c'est la pomme Croncels. Il n'y a plus de pommes Croncels aujourd'hui. Presque plus. C'est des pommes golden. Et donc chaque pomme a une quantité de vitamines naturellement différente. En 1950, on a travaillé sur une pomme, enfin plusieurs fois une pomme, hein, c'est une recherche scientifique, hein, pour
Une pomme. Aujourd'hui, on a travaillé sur 100 grammes de pommes. Donc on compare en quelque sorte des pommes et des poires, si vous me permettez l'expression. Donc cette information, vraie, fausse, un peu vraie, un peu fausse. Bon. Même si cette information est fausse, derrière ça, il y a un vrai problème, c'est qu'on ne trouve plus les pommes Croncels dans les étals de supermarchés. Donc à partir d'une information qui est un peu fausse, se cache un débat qui, lui, est important et qui est véritable. Et ça, c'est ce travail de fact-checking qui peut le mettre en évidence. Certains sites Internet font le travail pour vous. Vérification d'une information, ça ne vous aide pas très fort à développer votre propre esprit critique, puisque vous confiez ce travail-là à d'autres qui peuvent être eux aussi idéologiquement marqués. Il n'y a pas de médias qui ne soient pas idéologiques d'une manière ou d'une autre. Donc, pas sûr que les médias racontent des faits qui se sont vraiment passés. La deuxième posture, c'est l'éducation et aux médias proprement dite. On ne s'intéresse pas tellement à la vérité, mais on essaye de savoir comment ça fonctionne un média. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? On démonte la machine, on étudie toutes leurs composantes, langage, producteur, public, représentation, technologie, typologie. Et l'inconvénient de ça, c'est qu'effectivement, on est très bon pour démonter une machine, mais on introduit un certain relativisme. Ah, vous savez comment ça fonctionne le média, maintenant vous en pensez ce que vous voulez. Nous avons fait à Médianimation un outil qui s'appelle théorie du complot, qui est très clairement de l'éducation aux médias, parce qu'on étudie la théorie du complot comme un genre spécifique. Comme il y a le roman policier, comme il y a le western, qui sont des genres cinématographiques littéraires, la théorie du complot dans cet outil est travaillée comme un genre. Qu'est-ce qui distingue ce genre informationnel des autres, et puis après, vous croyez ou pas aux extraterrestres, c'est votre problème. Donc pas sûr que les médias eux-mêmes soient des objets de vérité. Troisième posture idéologique, c'est considérer que derrière tout média, il y a une idéologie sous-jacente. On essaye de comprendre ça dans un système plus large, politique, champ sociologique, lutte sociale, culturelle, etc. On essaye de voir mais qui détient les ficelles derrière les médias. Et donc je le rappelle, de mon point de vue, il n'y a pas de médias neutres. Il y a des médias, alors on prend toujours l'exemple du Monde, c'est un média qui reflète l'opinion dominante. Certains chercheurs disent que les médias, en fait, c'est la propagande du vainqueur, en quelque sorte, sans vouloir être autrement provocateur. Voilà, donc on est, évidemment, l'inconvénient, c'est qu'on fait peu d'analyse de contenu, à l'inverse de l'éducation aux médias. On étudie l'actionnariat d'un groupe de presse, le rôle des médias dans une démocratie, donc on a une vision un peu plus large que le média lui-même et son contenu. Pas sûr que les médias ne participent pas à un système plus large. Quatrième perspective, là on s'intéresse à vous, les consommateurs de médias, et on se pose la question de savoir pourquoi vous acceptez une information, pourquoi vous acceptez une fake news, pourquoi vous adhérez à une théorie du complot. Nous adhérons tous à une théorie du complot, on ne s'en rend pas compte, mais on adhère tous à une théorie du complot parce qu'elle correspond à notre pensée, à nos savoirs, à nos croyances initiales. Et donc on va évaluer chacun, dans sa capacité à évaluer comme fiable un document qui ne va pas forcément dans le sens de ses croyances. Ça a développé un esprit critique par rapport à quelque chose auquel on adhère. Et donc on va s'intéresser à tous les phénomènes de réception qui sont liés à des biais cognitifs. Nous acceptons une information parce qu'elle se produit en proximité temporelle. Ça s'est passé hier, ça se passe aujourd'hui, donc forcément, c'est pas une coïncidence, c'est une question de causalité. Si la cause et l'effet ont une certaine similarité, si les faits correspondent à nos croyances préexistantes, il y a plein d'autres biais cognitifs, mais je ne vais pas les développer ici. Stuart Hall, c'est intéressant, c'est un peu lui qui a mis ça en évidence. Il dit que par rapport à tout média, donc y compris la théorie du complot ou la fake news, on a 3 positions possibles. Soit position dominante, on accepte tout ce qui est dit, soit en dessous la position oppositionnelle, on rejette, on n'y croit pas. Bien sûr que la Terre est plate, je n'y crois pas. C'est encore un coup de Monsanto, cette idée, par exemple. Si on est dans les
croyance, hein. Et la position négociée, on est un petit peu entre les deux, hein. Donc même si on est dans la position oppositionnelle, on va penser qu'un travail journalistique va être le fruit d'une manipulation par au-dessus ou par en dessous, hein, d'un lobby quelconque. Ce qui est intéressant, c'est une approche individualisante. Il y a un travail de décentration qui est intéressant et difficile à la fois. L'enseignant peut demander à ses élèves d'être réceptifs à d'autres points de vue que le sien. Alors, la dernière posture, c'est la posture communautaire. C'est la question qui n'est pas beaucoup travaillée. C'est à partir de quand fait-on circuler une information, dans quel réseau, en y ajoutant quels commentaires, en paramétrant de quelle façon. Et donc vous avez ici une information qui est fake, hein, mais qui n'a pas été énoncée comme telle au début. Vous pensez manger des calamars, il s'agit d'anus de porc, repris par une parlementaire néerlandaise. Mais si vous allez à la fin de l'article, vous vous apercevez qu'en fait, ce n'est pas sûr du tout qu'il y a de l'anus de porc dans les calamars, mais que ce qui est sûr, c'est que c'est une rumeur qui circule. Le problème, c'est que ça arrive seulement à la fin de l'article. Et quand vous êtes abonné à un journal, quand vous n'êtes pas abonné à un journal, vous n'avez que les premières lignes de l'article. Alors, vous allez faire circuler ça parce que c'est marrant, parce que c'est drôle. Et du coup, ça va renforcer l'opinion de vos potes, hein, sur l'idée que dans notre assiette, on mange n'importe quoi, ce qui est par ailleurs potentiellement vrai. De nouveau, la question du vrai, du faux se pose. Ça a été repris aussi dans la Libre Belgique, hein, de l'anus de porc dans les calamars. Il n'y a même pas un point d'interrogation à la fin, donc même chose. Si vous voulez, alors dans la Libre Belgique, ils ont été un peu plus précis. Ils sont parvenus à situer l'origine de la rumeur, hein, aux États-Unis. Mais de nouveau, vous voyez ce truc-là, vous avez envie de faire marrer vos potes, vous le balancez dans les réseaux sociaux, et puis vos potes ne vont pas forcément lire l'article jusqu'à la fin, peut-être même qu'ils n'auront pas envie de découvrir qu'il s'agit d'une rumeur. Donc, vous voyez, le développement de l'esprit critique par rapport à ça, c'est important. Bon, petite parenthèse, les deux photos sont un peu différentes. Dans la dernière, on a pris l'origine des calamars, et dans la Libre Belgique, ce que vous avez dans votre assiette. Bon, voilà. Donc, on s'intéresse aux logiques de partage d'actualité dans les réseaux sociaux. Alors, le problème de ça, c'est que les enseignants ont très peu de pistes pédagogiques concrètes pour travailler. Enfin, s'il y en a parmi vous qui veulent en savoir plus, ils peuvent me poser des questions par la suite. Donc, finalement, les 5 questions sont là. Les médias délivrent-ils un discours de vérité ? Comment se construit la vérité à travers les médias? Comment la vérité peut-elle servir une idéologie? Par exemple, la question des dominants-dominés. Quelle vérité l'individu est-il prêt à entendre? Ou quel mensonge l'individu est-il prêt à entendre? Ou souhaite-t-il entendre? Et puis enfin, quelles vérités sont partagées au sein d'une communauté? Voilà, j'en ai terminé et je passe la parole à Ricardo.